Alors, Jacques Duclos, tu reviens, tu étais avant-hier à Marseille, je crois, où sur le port, tu as rencontré les dockers. Est-ce que tu as rencontré aussi M. Pompidou et M. Poher? Non, ce sont des lieux qui ne fréquentent pas, ces messieurs. Bien. Alors, en tout cas, aujourd'hui, si tu le veux bien, nous allons évoquer les problèmes sociaux, qui sont des problèmes très importants, évidemment, et les problèmes de la jeunesse. Alors, pour cela, nous avons invité aujourd'hui Marie-Claude Vaillant-Couturier, députée du Val-de-Marne, et Guy Hermier, qui est un ancien dirigeant de la jeunesse communiste, et qui est, je crois, actuellement professeur. Bien, alors c'est à Marie-Claude Vaillant-Couturier d'ouvrir le feu. Je crois que dans le domaine des problèmes sociaux, ce qui préoccupe à l'heure actuelle le plus les femmes et en particulier les mères de famille, c'est la question de l'augmentation constante des prix. Et elles ont l'impression que les augmentations de salaire qui avaient été arrachées dans les grands mouvements de mai et juin dernier, peu à peu sont grignotées par l'augmentation des prix. Et elles nous posent la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'empêcher que ce soit toujours comme ça? D'abord, je voudrais à cela faire une réponse d'un caractère un peu théorique. Au fond, il y a trois données dans la formation des prix. Prix, salaire, profit. Et alors, on a une tendance à faire croire que chaque fois qu'il y a une augmentation des salaires, il doit y avoir inévitablement une augmentation des prix, parce que ceux qui raisonnent ainsi considèrent que les profits sont incompressibles. C'est la théorie du cycle infernal. Absolument, mais ce n'est pas du tout une théorie que nous admettons, parce que les profits peuvent être parfaitement diminués. Voilà. Ça, c'est une première donnée qu'il ne faut pas perdre de vue. Et puis, au fond, il s'agit d'un problème politique aussi avec les prix, en rapport avec la fiscalité. Par exemple, il est évident que les taxes indirectes pèsent lourdement sur les prix des divers produits qui sont vendus aux consommateurs. Par exemple, la TVA. La TVA, oui, ça c'est une des dernières nouveautés, c'est l'impôt indirect le plus moderne, disent les inspecteurs des finances. C'est le plus lourd. Commerçants. Mais les petits commerçants savent bien que c'est le plus embêtant pour eux, et les consommateurs savent qu'il est le plus lourd, parce qu'enfin, la deuxième augmentation de la TVA, celle qui a suivi la crise monétaire du mois de novembre, eh bien celle-là se traduit par une augmentation des impôts indirects de 10 milliards et demi de francs lourds. N'est-ce pas? Mais enfin, revenons-en à nos moutons. Les taxes indirectes représentent environ de 20 à 25% des prix des produits livrés à la consommation. Or, quand nous demandons, nous, une réduction de ces taxes d'État de 30%, il y a là un facteur de baisse des prix incontestable. Il y aura sans aucun doute une réduction des rentrées fiscales, mais cette réduction des rentrées fiscales pourrait être compensée par ailleurs. Par conséquent, eh bien, nous demandons 30% de réduction des taxes indirectes sur les taxes d'État, sur les produits de grande consommation, parce qu'enfin, ce n'est pas moi qui vais demander, par exemple, qu'on réduise les taxes sur les manteaux de vison et autres articles de luxe de ce genre-là. Pas du tout. Et de plus, il y a pour les travailleurs un problème capital, c'est celui de l'échelle mobile, c'est-à-dire assurer aux travailleurs des augmentations de salaire correspondant aux hausses de prix qui peuvent se produire. D'ailleurs, il est évident que les milieux capitalistes feraient davantage attention à la montée des prix s'ils étaient tenus par un système d'échelle mobile. Et ça, ce n'est pas impossible puisqu'il y a des pays où on l'a appliqué. Et voilà. Par conséquent, ce n'est pas une chose extraordinaire, ce n'est même pas une chose révolutionnaire que nous demandons, c'est une chose de bon sens, tout simplement. Donc, voilà deux éléments qui peuvent jouer un rôle important dans la baisse des prix. Alors, l'autre problème qu'on rencontre énormément et on peut dire que 8 sur 10 personnes qui viennent à une permanence de députés ou de maires, c'est pour la question des logements. À la fois parce qu'il y a pénurie de logements et puis parce que les loyers sont trop chers. Oui, c'est une des questions qui sont les plus inquiétantes maintenant dans la population. Et souvent dramatiques. Absolument. Je connais des cas de ce genre-là. Au fond, il y a des locataires des mal logés, au fond, qui vivent dans des taudis, qui ont demandé des logements dans les offices municipaux ou autres d'HLM et qui ont attendu longtemps. Et lorsqu'on leur propose un logement, eh bien, ils sont obligés de le refuser parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le taux du loyer qui leur est demandé. Eh bien, pourquoi est-il ainsi? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a une tendance de la part du gouvernement
à développer la construction immobilière rentable au lieu de développer la construction immobilière de caractère social. Et là, c'est une chose extrêmement dangereuse pour l'avenir même de la famille française. On a construit moins de logements en 68 qu'en 67, oui. Et la proportion d'HLM n'est que de 28%. Oui. C'est la raison pour laquelle il y a des queues épouvantablement longues et des listes de gens qui attendent des logements. Et au surplus, même, il y avait des offices d'HLM municipaux qui ont hésité à procéder aux augmentations de loyers. On les a rappelés à l'ordre. Mais d'ailleurs, les conditions dans lesquelles on effectue des prêts, des crédits pour les constructions d'HLM sont extrêmement mauvaises parce que on fait payer davantage maintenant un taux d'intérêt plus élevé et les frais, les délais d'amortissement sont plus courts. Or, pour qu'une construction sociale soit valable, il faut que les crédits soient accordés à un taux d'intérêt très faible et avec une durée, un étalement très long du point de vue d'amortissement. C'est ce que nous proposons et de ce point de vue, il n'y a pas eu progrès, il y a eu régression depuis ces dernières années, du temps du gouvernement Pompidou, il y a eu des régressions notoires dans ce domaine-là. Alors il y a aussi un autre problème très préoccupant, s'il est moins sensible à l'ensemble des gens, c'est le problème de l'équipement sanitaire et social. Je dis moins sensible parce que tout le monde n'est pas malade alors que tout le monde est locataire. Dans ce domaine, c'est vrai qu'il y a eu des remarquables réalisations, mais la situation de la France est très préoccupante. Je crois qu'on peut rappeler que le cinquième plan, quand les études ont été faites, la Commission avait prévu 55 milliards pour couvrir les besoins. Ça a été réduit à 22 milliards, le gouvernement a encore réduit à 12 et quelques milliards, et finalement, lui, n'a donné que 4 milliards. À peine un peu moins de 4 milliards. Oui, et puis ce sont les collectivités territoriales, les communes, les départements qui sont obligés de supporter des frais que le gouvernement devrait lui-même assumer. Pour la construction des hôpitaux, par exemple, c'est invraisemblable que la sécurité sociale soit obligée de fournir un important pourcentage des crédits, et peut-être que ça donnerait l'occasion d'expliquer, puisqu'on est à la télévision, les causes de du soi-disant déficit de la sécurité sociale qui préoccupe beaucoup de gens. Absolument, ce n'est pas le rôle de la sécurité sociale de financer des constructions, des équipements sanitaires. Ce n'est pas son rôle. La sécurité sociale a pour mission de rembourser les frais de soins médicaux et pharmaceutiques. Elle a une mission autre que celle d'assurer l'équipement sanitaire du pays. Et puis, il faut dire aussi que non seulement la sécurité sociale paye davantage pour les remèdes, par exemple, qu'elle ne devrait payer, étant donné que si on réduisait les taxes qui pèsent sur les produits pharmaceutiques dans la proportion de 30%, comme nous le demandons, ça ferait des sorties financières moins importantes pour la sécurité sociale, n'est-ce pas? Et en outre, il y a aussi des rentrées de fonds qui devraient être effectuées et qui ne le sont pas. On parle de 2 milliards, je crois, qui n'ont pas été recouvrés, qui sont dus par les patrons. Alors, Grisby. Hein? Oui, mais alors, quand est-ce qu'on recouvrera ces créances? On peut penser qu'on ne les recouvrera jamais, en tout cas pour certaines d'entre elles. Par conséquent, tout ça, ce sont des éléments extrêmement négatifs du point de vue du fonctionnement de la sécurité sociale, et ça permet au gouvernement qui veut toujours essayer de porter l'atteinte aux avantages relatifs à la sécurité sociale, comme il l'a fait avec les ordonnances. Il l'avait fait déjà en 1958, si je peux me permettre. Oui, absolument. Au début et à la fin, il a frappé les plus pauvres. Oui. Eh bien, je ne crois pas que ni M. Pompidou ne parle dans son programme d'abroger ces ordonnances. Non, pas plus que M. Poher non plus. Pas plus que M. Poher. Et ça sont des choses qu'il convient de préciser. Voilà. Par conséquent, nous pensons qu'il faudrait non seulement supprimer les taxes indirectes sur les produits pharmaceutiques, les réduire du moins dans la proportion de 30%, comme pour les autres. Peut-être nationaliser. Et alors, oui,
Et alors, comme il s'agit d'une industrie, là, celle des produits pharmaceutiques, qui est au fond une branche de l'industrie des produits chimiques, eh bien, je crois que la nationalisation, c'est une branche d'industrie qui est mûre pour la nationalisation, étant donné la concentration qui est effectuée. Et puis, on peut dire que c'est une de celles qui rapporte les profits les plus élevés. Il y a des profits jusqu'à 300%. Voilà, alors là, vraiment, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et je crois que nos idées de nationalisation s'appliquent tout particulièrement à une branche industrielle de ce genre-là. En dehors des questions qui concernent l'ensemble des familles, il y a aussi des problèmes plus spécifiques en ce qui concerne les femmes travailleuses. Et dans ce domaine, la première des revendications, on peut dire que c'est à travail égal, salaire égal. Absolument. Ce qui est vrai d'ailleurs. Il y a les allocations familiales aussi. Dans le niveau de vie. Oui, absolument. Les allocations familiales, au fond, qui ont été augmentées de 7,7 francs 22, je crois, par mois, au mois d'avril. Pour une, une famille de 3 enfants. Oui, ce qui n'est pas sérieux. Par conséquent, je crois que notre revendication d'augmentation de 20% des allocations familiales est parfaitement valable. Absolument. Et correspond à une exigence de la situation actuelle. Alors, moi, je voudrais reparler des femmes travailleuses et dire qu'elles ont parmi les salaires les plus bas, entre autres parce que pour un même travail, elles ne sont pas payées à travail égal, salaire égal, disons. C'est d'ailleurs une revendication Absolument. pour la jeunesse. C'est vrai pour les femmes et pour les jeunes. Quand les jeunes arrivent à trouver du travail, car beaucoup de jeunes sont chômeurs et quelquefois même avant d'avoir travaillé. Mais c'est pour ça ils ne touchent pas d'allocation de chômage. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut faire un effort pour la formation professionnelle des femmes et des jeunes, parce que c'est parmi eux qu'on trouve le plus grand nombre d'ouvriers non qualifiés. Oui. Et il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui ont des difficultés à trouver un emploi parce qu'elles n'ont aucune formation professionnelle. Et il en est de même pour les jeunes aussi. Il y a de ce point de vue une parenté évidente entre ces deux catégories. Mais on compte qu'il y a 1 jeune sur 2 et 2 jeunes filles sur 3 qui entrent dans la vie active sans métier. Sans formation professionnelle. Alors, il y a aussi une question très importante pour les femmes qui travaillent, c'est le problème de la maternité et de l'enfance. Et dans ce domaine, nous pensons, et les médecins sont d'accord, qu'il faudrait augmenter le congé de maternité, le porter à 16 semaines et qu'il soit entièrement payé. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des femmes qui ne prennent pas la totalité de leur congé de maternité parce qu'il n'est payé qu'à moitié pour toute une certaine catégorie. C'est une revendication que tu as eu bien des fois l'occasion de défendre. Et par conséquent, nous sommes tous d'accord avec toi pour la défendre. Alors il y a une autre question, c'est la question des crèches. Il y a très peu de crèches en France par rapport aux besoins. Alors, nous savons que les municipalités ont de grands problèmes à ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé qu'il y ait une contribution patronale de 0,50%. C'est ça, sur les salaires. Absolument, c'est le seul moyen d'assurer le financement des crèches. Oui. Sans quoi on n'y arrivera pas. J'ai une certaine expérience de ces problèmes et c'est impossible de faire autrement. Enfin, parmi les catégories les plus défavorisées, il y a les personnes âgées. Et là se pose à la fois la question de l'avancement de l'âge de la retraite et du taux. Nous demandons 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. À condition... Évidemment, le droit c'est l'avancement de l'âge du droit à la retraite. C'est ça. Et le droit à la retraite, ça ne veut pas dire l'obligation de prendre la retraite. Et nous demandons même dans l'immédiat que pour les femmes, que celles qui le désirent puissent la prendre à taux complet dès maintenant à 60 ans. C'est parfaitement juste. Et puis il y a aussi pour les vieux, il y a les pauvres vieux dont la situation est lamentable. Enfin, il y a des vieux qui vivent avec des allocations qui sont des allocations d'indigence. Eh bien, il est juste que nous revendiquions, comme nous le faisons, un revenu minimum de 40 000 anciens francs par mois et par personne, n'est-ce pas? Et que nous demandions que le revenu minimum pour les vieux soit fixé à 80% du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ça permettrait en effet que la retraite des vieux augmente
chaque fois que le SMIC voilà. augmente. C'est-à-dire on établit là une sorte de solidarité entre les ouvriers qui sont occupés maintenant et ceux qui ont été les artisans, au fond, de la richesse nationale. Absolument. Je ne voudrais pas vous étonner, mais je voudrais vous dire que je suis absolument d'accord avec toutes les propositions que vous venez de faire. Je trouve que c'est bien, que c'est même très bien, mais je voudrais me faire l'avocat du diable. Et je voudrais dire, est-ce que tout cela est possible? Parce qu'il me semble entendre un certain nombre de téléspectateurs qui disent, nous avons déjà entendu des promesses de ce genre. Il s'agit de savoir si celles-là seront tenues. Où va-t-on trouver l'argent? Est-ce que ça ne va pas entraîner le cycle infernal, les salaires et les prix, l'inflation, etc. Oui, je voudrais que tu me rappelles rapidement. Enfin, la Eh bien, moi, je vais position ajouter, même pour les personnes âgées, enfin, pour plutôt les inégalités de la vie, une autre revendication, c'est nous demandons 35% d'augmentation de la location pour les handicapés physiques. Au fond, c'est une catégorie sociale aussi qui est importante. Et pour ce qui est du reste, le cycle infernal, j'en ai parlé tout à l'heure au début de l'émission. J'ai dit que ceux qui parlent de la théorie du cycle infernal considèrent que les profits sont incompressibles. Or, ils sont parfaitement compressibles, les profits. Ils considèrent que seulement les salaires le sont. Et mais puis, il ne s'agit pas seulement oui, mais attends, ça c'est un autre aspect du problème. Mais nous disons, nous, ceci. Il ne s'agit pas pour nous seulement de procéder à une répartition différente des résultats, des fruits du travail, mais il s'agit d'accroître la production nationale. Et c'est pourquoi nous avons dans notre programme, nous avons en plus de la nationalisation des grandes banques et des secteurs décisifs, des secteurs monopolisés de l'industrie. Qui aurait l'avantage de mettre la richesse au service de la population au lieu de la mettre dans les coffres-forts. Et d'empêcher que des richesses nationales soient accaparées par quelques familles toutes puissantes, quelques groupes financiers et qu'ils puissent spéculer dessus. Et alors, nous disons, et même exporter des capitaux à l'étranger, d'où jouer le Deutsche Mark contre le franc, n'est-ce pas? Ça c'est fait tout ça. Avec l'argent de l'État, ça c'est fait. Mais nous disons qu'en plus de tout cela, nous avons un plan de développement économique. Et ce plan, nous considérons qu'il doit être élaboré avec la participation des organisations démocratiques et en premier lieu des organisations syndicales. Par conséquent, nous rattachons directement le problème de l'amélioration progressive des conditions d'existence des masses laborieuses au développement de la production. Nous ne sommes pas des gens qui nient la nécessité d'accroître la production. Au contraire, notre préoccupation fondamentale est d'accroître la production. Seulement, nous voulons que la production, que l'accroissement de la production ne se traduise pas par une augmentation des profits pour quelques capitalistes, mais par une amélioration des conditions d'existence pour les masses laborieuses. Par conséquent, tu parles des profits des capitalistes. Tu penserais à quelqu'un en particulier? Oui, il y en a beaucoup, oui. Et en particulier, si on voulait regarder de près, il y a de ce point de vue des économies que l'on pourrait faire dans certains domaines. Et par exemple, les dépenses de l'État pour certaines fournitures sont peut-être un peu exagérées, ne sont peut-être pas, comme disent les cuisinières quand elles font leur marché, calculées au plus juste prix. Je suis à me demander, moi par exemple, tiens, si les fournitures qu'effectue M. Dassault, le célèbre fournisseur de Mirage et de Mystère, des beaux noms cela, n'est-ce pas? Mais je suis à me demander si ces fournitures sont calculées au plus juste prix. Quand on voit les profits énormes qu'il accumule, eh bien, c'est que peut-être il y a un peu trop de marge dans ces profits. En effet, on sait que par exemple ce monsieur a fait construire un Trianon quelque part dans le département des Yvelines, l'ancienne Seine-et-Oise, et ce Trianon-là, ce qui sans doute l'amène à se considérer comme une sorte de nouveau Louis XIV, de roi soleil du XXe siècle, il l'a entouré d'un mur qui fait 5 kilomètres de long et qui a coûté 1 milliard. Ben, ça en fait de l'argent, 1 milliard. Mais là, il n'y a pas de mystère, on voit où passent les profits. Non, ni de mirage non plus, il n'y en a pas. Par conséquent, là, ce mur qui a coûté 1 milliard, qui l'a payé? Monsieur Dassault a réglé les maçons, enfin l'entrepreneur, mais au fond, c'est nous avec nos impôts. Et c'est vous, contribuables, qui avez payé ce mur d'argent, comme tu dis si bien. Ce sont aussi les contribuables qui payent la bombe atomique, et on pourrait faire aussi là-dessus d'importantes économies. Très important. Nous en sommes bien d'accord. Si vous voulez bien, parce qu'il nous reste que quelques minutes, il est temps vraiment de passer au problème de la jeunesse. Alors, Guilherme. Alors, il y a d'abord une question qui préoccupe beaucoup de jeunes et d'étudiants. C'est le problème de l'enseignement dont la crise a été mise en évidence par les événements de mai et de juin. Alors,
Pouvez-vous nous dire quelle place vous accordez à l'éducation dans votre programme? Mais dans la politique nouvelle que préconise le Parti communiste, l'enseignement tient une place de premier plan. Parce qu'on ne peut pas concevoir l'évolution de la société dans le sens où nous l'envisageons, nous, sans avoir des hommes enfin formés, sans avoir une éducation nationale différente de celle que nous avons aujourd'hui, et surtout débarrassés de cette tare de la discrimination sociale qui existe aujourd'hui, puisqu'il n'y a que 12% de fils d'ouvriers, de paysans qui accèdent à l'université, alors qu'on assiste là à un gaspillage d'intelligence, un gaspillage d'énergie créatrice dont souffre notre pays en définitive. C'est pourquoi le Parti communiste français a toujours lutté pour la défense de l'école. Il soutient par exemple le programme du Comité national d'action laïque. Oui, il y a longtemps que nous le soutenons d'ailleurs. Oui. Mais nous ne nous contentons pas de défendre l'école. On a fait aussi des propositions pour l'avenir, pour une réforme démocratique de l'enseignement. Absolument. D'ailleurs, nous nous sommes inspirés pour élaborer ce programme de réforme démocratique de l'enseignement. Nous nous sommes inspirés des idées qui avaient été développées par deux éminents communistes, Paul Langevin et Henri Vallon, et c'est la fierté du Parti communiste d'avoir eu deux de ses membres qui ont été des novateurs en matière d'éducation nationale, parce qu'enfin, la commission qu'il présidait, n'est-ce pas, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a été une commission qui a fait une œuvre extraordinaire, à laquelle sont obligés de se référer tous ceux qui parlent d'éducation nationale. Et notre parti a repris et développé ces idées en tenant compte des conditions actuelles dans un projet élaboré dès 1967. Absolument. Pour une réforme démocratique de l'enseignement. Peut-être pourriez-vous en indiquer quelques lignes. Ben là, nous sommes pour la prolongation de la scolarité jusqu'à 18 ans. Et c'est exactement d'ailleurs ce que demandait la commission Langevin-Vallon. Et puis enfin, nous avons toute une série de propositions concernant, par exemple, l'enfance inadaptée, le sport, les équipements sportifs dans les écoles, l'aménagement même des écoles avec des locaux pour les maîtres. Une profonde réforme des structures et du contenu de l'enseignement. Absolument. Et au fond, nous disons qu'il s'agit de démocratiser l'éducation nationale depuis la maternelle jusqu'à l'université. Et pour ça, il faut des moyens. Absolument. Et les moyens, ça nous les trouvons aussi. C'est-à-dire, nous disons où il faut les prendre, nous disons qu'il faut consacrer 25% du budget de l'État à l'éducation nationale. Et je crois que c'est raisonnable. On fait des investissements beaucoup moins productifs. Parce que je crois que les investissements destinés à l'éducation nationale sont parmi les plus productifs pour l'avenir même du pays. Alors, puisqu'on parle de l'avenir, on pourrait dire un mot de la jeunesse et des étudiants qui font partie de la jeunesse. Oui. Dimanche dernier, il y a eu un extraordinaire rassemblement à Paris avec des dizaines de milliers de jeunes qui sont venus soutenir votre candidature. Alors, pouvez-vous redire en quelques mots quel est le rôle et la place de la jeunesse et des étudiants dans les luttes politiques? Il y avait à Saint-Ouen, puisqu'il s'agit du rassemblement de Saint-Ouen, il y avait à la fois des jeunes travailleurs, il y avait des apprentis, il y avait des jeunes ouvriers, il y avait aussi sans doute des chômeurs qui n'ont jamais encore travaillé, parce qu'enfin c'est le lot de beaucoup de jeunes. Il y avait des lycéennes, des lycéens, il y avait de tout d'ailleurs. J'ai un peu donné cette énumération dans le discours que j'ai prononcé là-bas. Il y avait des étudiants d'ailleurs. Et il y avait des étudiants. Eh bien, ces étudiants qui, au fond, se sont manifestés avec quelques éclats au cours des événements du mois de mai et de juin de l'année dernière. Au fond, ils ont protesté contre la politique du gouvernement en matière d'éducation nationale. Ils ont constaté la carence du gouvernement, enfin la réforme Fouché, tout le tremblement. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui devait être changé. Alors, ce qu'il y a chez ces étudiants, c'est que non seulement ils ont protesté contre la façon dont le gouvernement fait sa politique d'éducation nationale, mais ils ont aussi protesté en quelque sorte contre la société elle-même, et pour des éléments de la petite bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie, parce qu'ils sont en majorité, c'est un élément nouveau. Et ça, c'est surtout vrai pour l'ensemble de la jeunesse, pas simplement pour les étudiants, qui jouent aujourd'hui un grand rôle dans les luttes pour que ça change. Au fond, il y a toujours dans la jeunesse
une sorte d'esprit de contestation contre l'ordre existant au moment où ils accèdent à la vie active, n'est-ce pas? Mais maintenant, ça devient plus important parce que nous sommes dans un état de crise plus profond du système capitaliste, c'est très clair. Et la jeunesse veut que ça change. Et nous considérons, oui, la jeunesse veut que ça change. Et alors, c'est un point de rencontre entre la jeunesse et nous. Parce que nous sommes les seuls, nous aussi, qui voulons que ça change. Par conséquent, la jeunesse doit venir avec nous. Et j'ai eu la preuve encore à Marseille et à Lyon, où je suis allé, de la participation importante de jeunes à toutes les manifestations en faveur de ma candidature. Et alors, évidemment, je leur ai dit, vous ne votez pas. C'est vrai, ils ne votent pas. Pourquoi? Parce que le gouvernement a refusé le droit de vote à 18 ans que nous ne cessons de demander, mais je suis sûr, en voyant comment réagissent ces jeunes, je suis sûr qu'à défaut de voter eux-mêmes, ils ne vont pas manquer de faire de la propagande autour d'eux pour faire voter pour le candidat d'Union des forces ouvrières et démocratiques, c'est-à-dire pour l'avenir.